Hier, j'ai eu le privilège d'avoir une longue conversation avec le compositeur Christian Loba. J'ai d'ailleurs découvert une personne vraiment découvert quelqu'un que j'avais aucune idée qui il était vraiment. Malgré qu'il y a à peu près 30 ans, il m'avait écrit une pièce à ma demande qui s'appelait Sud. Je n'ai jamais pu jouer cette pièce pour diverses raisons, parce que c'était difficile et je n'avais aucune occasion dans un concert pour la jouer. Et comme je n'étais pas exactement la personne qui écrivait des lettres pour demander à jouer quelque part, et ben, personne m'a téléphoné ou m'a demandé de jouer cette œuvre. Alors je ne l'ai pas travaillé non plus parce que c'était extrêmement difficile, mais il y a d'autres qui l'ont joué maintenant. Alors, la conclusion principale que j'ai eue d'abord, c'est que Christian Loba, c'est un musicien fantastique, il sait tout faire. Il s'est composé de la musique d'avant-garde, il s'est composé des opéras, il s'est composé de la musique légère, il s'est composé des ragtime, il sait tout composer. Il s'est composé des chansons, il se met au piano, il accompagne n'importe quoi, sans avoir du papier devant soi. Et vraiment, ça m'a impressionné beaucoup. Et nous avons parlé de saxophone. Et ça m'a fait penser à la problématique de l'instrument. De la problématique de l'instrument en dehors du jazz. Parce que dans le jazz, il n'y a pas de problématique. Donc, je me suis demandé pourquoi. Et la faute, à mon avis, elle est chez les saxophonistes. Les saxophonistes, ils sont trop préoccupés par le saxophone et pas comme les grands violonistes ou les grands pianistes qui sont occupés par faire de la musique. C'est-à-dire, ils recherchent, ils analysent les œuvres, ils recherchent les circonstances qu'il y avait à l'époque où ces œuvres ont été composées. Ils lisent des livres sur ces compositeurs, ils analysent vraiment comment ces œuvres ont été faites et tout. Nous, enfin moi aussi, plus maintenant, mais dans le temps, je faisais la même chose. Je prenais un cahier avec des points noirs ou blancs sur du papier plus ou moins blanc, et je jouais ce qu'il y avait de marqué. Bon, j'essayais de mettre de l'expression, j'essayais d'avoir un beau son, j'essayais de jouer toutes les notes, etc. Je crois que j'y arrivais. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, personne, à part, je ne sais pas, il paraît qu'il y en a maintenant un ou deux qui peuvent vivre sans enseigner, simplement de jouer. Et moi, je pense qu'un artiste, il devrait enseigner, pas obligatoirement, mais c'est une bonne chose d'enseigner, de donner son expérience, de la transmettre à d'autres, et surtout à un haut niveau, de transmettre justement cette idée de la musique, pas de l'instrument. Et donc, il me semble que c'est là qu'on devrait commencer à travailler. Et hier, avec Christian Loba, justement, on s'est trouvé d'accord sur ça. Le saxophone a fait des progrès énormes au point de vue technique. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils savent faire des slaps, ils savent faire la respiration circulaire, ils savent jouer. Bon, ça, on savait déjà il y a longtemps. Parce que Racher, il jouait déjà des notes plus hautes que ce qu'on joue maintenant. Il y a, je sais pas, il y a 60 ans ou plus. Mais bon, maintenant, c'est devenu normal.
aussi les slaps que jouait Sigurd Racher aussi. Très longtemps, c'est devenu normal pour tout le monde de savoir faire ça. La respiration circulaire, ça, c'est plus ou moins venu par une imitation des musiciens de l'Est qui jouaient une musique, les tziganes qui jouaient une musique où c'est nécessaire de faire ça. Et il y avait le fameux musicien de jazz Roland Kirk, que je ne sais pas si les jeunes connaissent ça encore, qui faisait ça aussi tout le temps. Et il faisait ça avec 3 saxophones dans la bouche. Il avait 3 saxophones qui jouaient en même temps. Quand quelqu'un joue vraiment bien, on devrait faire des remarques générales, mais on ne devrait pas commencer à dire écoute, ça, moi je fais comme ça, il faut que tu fasses comme ça aussi. Et ça, c'est souvent le cas. Je trouve que ce qui est en fait important dans toute l'histoire, c'est de transmettre l'idée de faire de la musique, et de le faire de la musique pour les gens. Avec notre répertoire, c'est assez difficile, mais je crois que ça serait possible. Ça serait possible si on jouait autrement. Et ça serait possible aussi si on variait notre répertoire. Il y en a certains qui le font d'ailleurs, et c'est ceux-là qui ont du succès. Dans la musique contemporaine, il y a par exemple, j'ai écouté des pièces justement de bons compositeurs, que ce soit le compositeur plus ou moins qui utilise des effets comme Christian Loba, qui sont extrêmement attractifs parce que d'abord souvent elles ne sont pas trop longues et vous vous ennuyez pas. Je crois que même un public non saxophoniste, il peut apprécier ces œuvres. Il y a le concerto de John Adams qui est par exemple la preuve. Le dédicataire, il le joue partout. Timothy McAllister, il joue ça très bien et il a l'occasion de le jouer, je ne sais pas combien de fois, il joue ça tout le temps et il joue ça pas devant des saxophonistes, il joue ça pour un public. Et je crois que c'est ça le but, et je crois que les compositeurs et les saxophonistes devraient respecter ça. Les professeurs devraient travailler plus dans le sens de la musique et non de l'instrument. Je voudrais donner l'exemple d'un grand professeur de violon, qui, c'est un des plus célèbres, qui était le professeur de Itzhak Perlman, de Zuckerman, aussi de quelques violonistes que je connais. Et j'ai demandé à un de ces violonistes qui a eu des leçons avec Ivan Galamian, et je lui ai dit mais comment ça se passait ces leçons? Mais les gens jouaient des concertos, ils jouaient le grand répertoire du violon, et Ivan Galamian, il était assis et il écoutait. Il disait rien. Il n'arrêtait jamais l'élève. L'élève jouait, les concertos de violon sont des fois très longs. Alors, de jouer un concerto du début à la fin, ça suffit presque pour remplir une leçon. Et puis il y a tellement de répertoire qu'il n'y a pas un problème pour jouer pendant 1 heure. Alors, quand c'était fini, il disait rien. Puis il disait peut-être oui, bon, c'est bon. Et puis après, sa secrétaire qui venait, qui encaissait $200. Bon, et ça c'était il y a 30 ou 40 ans. Et donc, mais ce violoniste m'a dit après, je lui ai demandé, mais écoute, est-ce que ça sert à quelque chose ça? Il m'a dit si. Il m'a dit, de fait de jouer devant un homme qui a une telle expérience, qui a une telle sensibilité musicale et qui a un tel savoir sur l'instrument, sur la musique, et puis un homme cultivé, éduqué, qui ne connaît pas seulement la musique, qui connaît
tout, la peinture, la philosophie, qui connaît tout, qui a lu beaucoup, et une sorte de gourou presque. Et le fait de jouer devant lui, ça vous donne tellement d'énergie que vous jouez mieux. Le fait de... Et quand vous sortez, eh ben, vous avez fait des progrès. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup le mot leçon, parce que le mot leçon a été un peu corrompu. Le mot leçon, il vient de lectio en latin. Et lectio, ça veut dire, si on le transmet littéralement, ça veut dire une situation où on est capable d'apprendre quelque chose. Évidemment, une situation où on est à apprendre quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas la peine, je n'ai pas être obligé d'être une leçon chez un professeur. Mais qui n'incite pas l'étudiant à être son propre professeur. Et c'est là que j'ai eu la chance d'avoir un bon professeur, Marcel Muhl. Marcel Muhl, il ne parlait pas beaucoup. Il disait pratiquement toujours les mêmes choses. Il disait, il fait jouer avec expression, et puis des fois il arrêtait un élève et disait d'où vient ce passage, d'où vient ce motif. Et l'élève, évidemment, la plupart du temps, il ne savait pas. Alors là, il insistait dessus, enfin, il insistait un peu qu'on analyse les œuvres qu'on joue. Cette espèce de donner l'impulsion à l'élève, la curiosité d'apprendre quelque chose soi-même, de trouver des choses soi-même, d'analyser des phrases musicales, qu'on ne lui met pas des respirations partout, mais qu'il trouve ces respirations, qu'on lui apprenne à trouver ces respirations tout seul, de développer une embouchure. Marcel Muhl, il m'a dit, c'est facile, on prend le bec dans la bouche comme un bébé qui suce son pouce. Et bon, alors je lui ai dit, oui, mais maître, qu'est-ce que je dois faire? Alors il m'a dit, rentrez à la maison et essayez. Et puis c'est ce que j'ai fait, et puis finalement j'ai trouvé ma manière, qui n'était pas la manière du tout que mon professeur débutant m'avait appris. Ceci dit, le plus important dans tout ça, c'est d'apprendre à convaincre un public qu'il a du plaisir à écouter la musique qu'on joue. Et ceci, on ne peut pas le faire avec des prouesses techniques. Donc, c'est là qu'il faudrait faire des progrès. Il faudrait trouver des œuvres et une manière de jouer que les gens veulent écouter, qui n'est pas seulement subventionné par l'État, et on peut les jouer parce que, justement, il y a des subventions qui permettent, alors on dit, on va aussi mettre un saxophoniste, mais ça, ce n'est pas vraiment... oui, c'est une bonne chose dans un certain sens, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il faudrait. Par exemple, je crois que la Calas n'était pas subventionnée. Ou je pense que José Carreras n'est pas subventionné. Alors, moi, j'obligerais chacun de mes élèves à écouter la Calas. Parce que là, on peut apprendre ce que c'est un artiste qui attire le public et que les gens veulent écouter. Et la Calas, elle est plus là depuis très longtemps, mais quand on l'écoute encore maintenant, ça donne des émotions incroyables. Et il faudrait que le saxophone aussi arrive à donner des émotions. Et pas seulement dans le jazz, aussi dans le classique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et comme on dit sur YouTube, thank you for watching.